Bernois et Jurassiens s'apprêtent à vivre un moment historique demain en fin de matinée. Ce sera l'ouverture dans sa totalité de la Transjurane. L'autoroute A16 reliera enfin, bien à bon cours, sans interruption. Ce sera le point final d'une aventure de 32 ans. Une personne l'a vécue du début à la fin. C'est le chef de projet bernois, Jean-Pierre Turcher. Il la retrace pour nous. Pascal Bourquin. Une autoroute reliant Bancourt à Bienne, c'est pour demain, 3 avril 2017. Si la partie jurassienne a déjà été achevée l'automne dernier, il reste à inaugurer un petit tronçon bernois entre Cours et Lovresse. La dernière pièce d'un puzzle que le chef de projet Jean-Pierre Turcher connaît bien. Moi, je suis entré à Berne au début 1985. On m'a présenté un bureau où j'avais quelques feuilles, quelques plans, quelques lettres. Peu à peu, les choses se sont mises en place. Les travaux ont avancé, mais pas aussi vite qu'espéré, en raison de multiples coupes dans les budgets. D'où cette colère du député-maire Maxime Zoubert en 2001. Il était prévu de terminer cette route en 2005. Ensuite, le canton de Berne a exigé de la Confédération des moyens pour la terminer en 2008. Quelques mois plus tard, le calendrier était renvoyé à 2014. Ensuite, il a été question de 2017. Politiciens et automobilistes se sont énervés. Jean-Pierre Turcher, lui, n'a pas perdu son sang-froid et s'est efforcé de limiter les dégâts dans la mesure de ses possibilités. Il fallait essayer de négocier dans le sens suivant, c'est qu'on puisse dire, vous faites les travaux jusqu'à la fin de l'année, mais les factures, vous les établissez à partir du mois d'octobre, novembre et décembre, vous les établissez au mois de janvier, puis on vous le paye sur le budget de l'année suivante. En 2004, coup de tonnerre. Cette fois, ce ne sont pas les restrictions budgétaires qui bloquent les travaux dans le tunnel de Moutier. Le tunnelier, qui se profilait comme la solution rapide et économique, est immobilisé depuis 2 ans dans de la roche instable. Une situation qui a valu quelques nuits blanches au chef de projet. Ouais, certainement oui. Moi je dirais pendant quelques semaines, on travaillait de manière différente, on avait des téléphones, on avait des demandes, il fallait créer presque un état de crise. S'il n'a jamais craqué, Jean-Pierre Turcher le précise, c'est parce qu'il était bien entouré. Une aventure de 32 ans qui prendra fin demain. Enfin, les automobilistes pourront rouler de Bancourt à Bienne sans sortir de l'autoroute. Un ruban de 85 km qui aura coûté 6,5 milliards de francs. Retour en Suisse avec ce constat en forme de cri d'alarme. Les petits cours d'eau de plusieurs cantons sont trop pollués. Ils peuvent répandre ensuite une quantité excessive d'herbicides et d'insecticides. Le canton du Valais, parmi d'autres, est désigné. Noémie Guignard, Claudine Gaillard-Torrent et Nathalie Boujard. À première vue, cette eau semble claire, cristalline même. En réalité, elle est chargée d'herbicides et fongicides, trop chargée. C'est que les eaux qui se déversent dans la Tsatonir ruissellent dans ces vignobles. On devrait avoir une bande tampon entre le cours d'eau et les vignes. Et cette bande tampon, en fait, elle n'est déjà pas respectée. Et de plus, le vignoble est passé au désherbant jusque quasiment dans le pied du cours d'eau. La Tsatonir n'est pas une exception. Non, de manière générale, les petits cours d'eau sont pollués en Suisse. C'est ce que révèle aujourd'hui une étude mandatée par l'Office fédéral de l'environnement. Les chercheurs ont passé au crible 5 ruisseaux de bassins versants typiques de régions agricoles. Résultat, 80% des 1800 échantillons d'eau analysés ne respectent pas la réglementation. Un mélange de dizaines de produits chimiques présents en trop haute dose et des effets sur les végétaux, mais aussi les invertébrés. Dans 3 des 5 rivières, sur les 6 mois de contrôle, il y avait un risque toxique pour les organismes. Ils n'ont pas le temps de récupérer. La propreté de ces ruisseaux mérite de l'attention, parce qu'ils jouent un rôle écologique important et surtout, ils finissent toujours par se jeter dans plus gros qu'eux. Ce qui est désolant, c'est que ces produits se retrouvent après dans les plus grands cours d'eau, la Morge ici, puis après le Rhône et après dans le lac Léman. Des législations et des sanctions existent, mais le contrôle est difficile. Solution donc, employer moins de ces produits chimiques. C'est justement l'objectif d'un plan d'action qui passera devant le Conseil fédéral dans les mois qui viennent. Ça n'est pas mai 68, mais c'est une série de manifestations plutôt rares dans notre pays. Des collégiens, des gymnasiens sont descendus dans la rue à Lucerne, à Zurich, à Genève. Ils dénoncent une série d'économies qui sont faites sur leur dos, selon eux, et ils organisent la résistance. Steven Mossa, Marc Jascon et Noémie Guignard. Ils n'étaient pas nés lorsque les fans de Queen scandaient ce refrain, mais leurs revendications semblent toujours d'actualité. On va vous secouer. À Lucerne, 1000 étudiants ont protesté cet après-midi contre les coupes dans l'éducation.
Le canton devrait d'abord économiser ailleurs. L'éducation est trop importante pour qu'on la sacrifie. Ça nous touche tous. Je veux me battre pour les générations qui suivent. C'est pour ça que je suis là. L'automne dernier déjà, les étudiants lucernois exprimaient leur ras-le-bol. En cause, une semaine de vacances forcées pour économiser 4 millions. Depuis, les jeunes ne décolèrent pas. On veut rendre attentifs les politiques, les médias au démantèlement de l'école qui a lieu non seulement dans ce canton, mais partout en Suisse. On veut aussi sensibiliser les jeunes aux conséquences de ces mesures d'économie dans l'éducation. À Bâle, Zurich et Aarau, la mobilisation est restée partielle. Pourtant, à l'exception des Grisons, tous les cantons alémaniques sont touchés par ces coupes, selon les syndicats. En Suisse romande, Fribourg, Valais et Neuchâtel aussi sont touchés. Genève reste pour leur épargner, mais une vingtaine d'étudiants a manifesté par solidarité. On a évité ces risques pendant les budgets 2015 et 2016, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même une majorité de droite et qui essaye de faire passer ces coupes. On est aussi là aujourd'hui pour soutenir tous les cantons suisses allemands qui subissent, eux, de violentes coupes budgétaires en ce moment, notamment à Lucerne. À la tête des directeurs de l'instruction publique, la zurichoise Sylvia Steiner salue l'engagement des étudiants, mais refuse de s'alarmer. De manière générale, tous les cantons sont confrontés à des problèmes financiers. Chacun économise où il peut. Mais je crois qu'aucun directeur de l'éducation ne veut sacrifier la qualité de la formation ou la diversité des filières. En dépit de ces mesures d'économie, les dépenses liées à la formation ont continuellement progressé ces dernières années. Des chiffres qui ne convainquent pas les Lucernois, eux qui militent pour assurer leur futur. À l'agenda politique suisse, c'est un rendez-vous décisif. Nous votons le 21 mai sur le grand tournant énergétique. C'est la sortie progressive du nucléaire, selon le calendrier du Conseil fédéral. Aujourd'hui, les opposants dévoilaient leur batterie. Ils jugent la réforme risquée et trop chère. Loïs Siguen-Lopez. Le vent, la biomasse ou le soleil devront produire 20 fois plus d'énergie en Suisse dans 30 ans qu'aujourd'hui. C'est l'un des objectifs de la stratégie énergétique du Conseil fédéral pour un avenir sans nucléaire, une vision bien trop exiguë pour les jeunes du comité référendaire. Le problème, c'est que cette stratégie énergétique fixe aujourd'hui les technologies nécessaires dans 30 ans. Imaginez qu'il y a 30 ans, on ait décidé quelles seraient les technologies qui fonctionnent aujourd'hui. Un pari dangereux pour l'énergie et l'économie suisse et trop de sacrifices pour les consommateurs, selon les opposants. Le Conseil fédéral ambitionne de faire baisser la consommation. 43% de consommation énergétique en moins par tête, 13% de consommation électrique en moins par personne, tout ça d'ici 2035, c'est impossible, sans conséquence pour la société et la prospérité. Et puis, il y a la bataille des chiffres. Selon le Conseil fédéral, la transition énergétique coûtera 40 francs par ménage et par an. C'est faux, dit le comité. Il faudra plutôt compter 3 200 francs par famille et par année. Le gouvernement fait un calcul où il dit que ça coûtera 40 francs par personne. Il ne fait que regarder un microscopique article dans la loi et ne tire pas du tout les conséquences des économies qu'il veut faire. Mon expression pour ça, c'est de dire, si on veut faire une révolution, si on veut faire un tournant énergétique, on ne peut pas dire à la population que ça ne coûtera rien. Il faut être honnête, il faut dire qu'il y aura des sacrifices et il faut dire qu'on attend ces sacrifices. Sinon, je m'excuse, mais c'est un peu de l'enfumage. La campagne s'annonce frontale. Elle est aujourd'hui bel et bien lancée. Réponse des urnes le 21 mai. Est-ce que vous vous sentez sous pression après ces échecs en votation ? Non, je ne me sens pas sous pression, mais évidemment, on était très déçus de ce résultat du 12 février. Et puis, on s'est beaucoup investi pour avoir le résultat que nous avons souhaité. Maintenant, il faut faire l'analyse de cette situation, mais il faut surtout aller de l'avant et miser sur la nouvelle réforme fiscale qu'il faut et que personne ne conteste. Vous vous remettez en question ? Je me remets en question tous les jours. Il faut procéder à l'autocritique, mais il faut apprendre des erreurs dans le passé et puis mieux faire à l'avenir, c'est ça. Quelles sont les erreurs commises ? Je crois qu'une analyse qui est sortie la semaine passée sur le résultat du 12 février a montré que le peuple n'a tout simplement pas compris ce dossier très complexe. Donc, il faut mieux expliquer. C'est pour cette raison que, quand j'ai commencé à Économie Suisse, nous avons lancé des dialogues avec la population. Donc, nous allons continuer dans cette même direction, insister, mieux expliquer les besoins de l'économie, mais aussi écouter la population, écouter les préoccupations et les sensibilités. Vous dites écouter la population. Il y a une chose, malgré tout, qui apparaît.
Vous avez souvent le même argument, hein, l'économie. Vous dites attention, il ne faut pas fragiliser les entreprises, attention, on met les emplois en danger. Manifestement, cette rhétorique de la peur, là, ça ne fonctionne pas. Les Suisses ne vous croient pas. Il faut mieux expliquer. Et c'est vrai, c'est peut-être des arguments qui sont trop génériques. Il faut aller dans les détails, savoir expliquer très concrètement pour tout un chacun ce que ça signifie. Mais reste le fait que nous voulons faire en sorte que nos entreprises restent en Suisse, puissent être innovatrices depuis la Suisse, puissent créer des emplois et puissent de cette manière contribuer à notre prospérité. Mais pardonnez-moi, mais malgré tout, depuis le oui à l'initiative Minder, depuis le 9 février, on verra ce que ça donne avec la question de la position des entreprises, mais la situation ne va pas si mal. On apprenait les chiffres du chômage pour le mois de mars vendredi, ils sont en baisse, 3,4% de chômage en Suisse, c'est une baisse de 0,2 points par rapport à février. Il y a beaucoup de pays qui pourraient nous envier. Mais ça démontre la force de notre économie, la résilience de nos entreprises. Nos entreprises ont pu s'adapter à la situation du franc fort. Toute autre économie serait tombée dans une récession. Or, nos entreprises ont su s'adapter. Donc, nous avons tous les facteurs de succès, et il faut les garder, les maintenir. Et c'est pour ça que j'insiste, c'est pour ça que j'ai énormément de plaisir à faire mon travail, parce que je vais faire une contribution positive pour cette économie, pour la place économique suisse. L'un des arguments qui est avancé depuis toujours par les entreprises, c'est la croissance. Il faut privilégier la croissance. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une époque où, au fond, la croissance n'est peut-être plus si importante? Est-ce que ce n'est pas ça aussi le message quand les Suisses, finalement, refusent de faire des cadeaux aux entreprises, aux multinationales? De dire peut-être, ils vont partir, mais peu importe, ce n'est pas l'essentiel. Moi, ce que je privilège, c'est l'innovation. C'est grâce à l'innovation que nos entreprises peuvent être compétitives, peuvent vendre leurs produits sur les marchés mondiaux. Et c'est ça qui est le facteur de succès le plus important. Nous avons d'excellentes écoles en Suisse qui peuvent contribuer à ce facteur de l'innovation. Et donc, ce n'est pas la croissance en soi, c'est l'habilité d'aller de l'avant, de s'adapter. Vous ne vous sentez pas déconnecté? Pardon ? Vous ne vous sentez pas déconnecté par rapport aux Suisses? Non. On est en discussion permanente avec la population, on est en discussion permanente avec nos membres, bien sûr. Merci beaucoup, Madame Ruhl, d'avoir été l'invitée de ce journal.